La Coupe du monde de rugby bat son plein. Petit rappel de quelques règles, histoire de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Le rugby à 15, c'est un sport très collectif qui consiste à aplatir le ballon dans l'embut du camp adverse en se faisant des passes en arrière. Et pour être sûr de se compliquer la tâche, on joue avec un ballon ovale. Jusqu'ici, vous me suivez. On marque donc un essai lorsque l'on parvient à aplatir le ballon dans l'embut. Il rapporte 5 points à son équipe. Un essai, en plus des 5 points acquis, donne droit à un coup de pied arrêté, ce que l'on appelle la transformation. Pour transformer l'essai, le joueur se place sur une ligne qui passe par l'endroit où le ballon a été aplati. Mieux vaut donc que cela soit entre les poteaux. L'équipe qui transforme marque 2 points supplémentaires, soit un total de 7 points. Une autre manière de marquer des points est le coup de pied de pénalité. Celle-ci sanctionne une faute grave. Le buteur tente d'envoyer le ballon entre les poteaux à partir de l'endroit où la faute a été commise. S'il réussit, il apporte 3 points de plus à son équipe. La dernière façon de marquer des points est le drop, de l'anglais drop kick, qui signifie coup de pied tombé. Il consiste effectivement à laisser tomber le ballon des mains pour le frapper du pied après qu'il a touché le sol. C'est un geste très difficile à réussir car il est tenté dans le cours du jeu sous la pression des adversaires qui vont tenter de le contrer. C'est la solution des équipes qui dominent le jeu sans parvenir à marquer des essais, car chaque drop passé entre les 2 poteaux rapporte 3 points. Pour comprendre comment on joue au rugby, il faut d'abord comprendre comment fonctionne une équipe. Heureusement, chaque numéro de maillot correspond à un poste. Vous êtes prêts ? C'est parti. On distingue 3 secteurs. Les avants, que l'on surnomme les gros, pour des raisons que vous devinerez facilement. Au nombre de 8, ils sont chargés de la conquête du ballon. Ils sont très actifs sur les touches et composent la mêlée. Une fois le ballon conquis, il est réceptionné par la charnière, c'est-à-dire les numéros 9 et 10, respectivement le demi de mêlée et le demi d'ouverture. Les demi sont les stratèges de l'équipe. Ils orientent le jeu avec un seul objectif, déborder l'adversaire. Les 3/4 sont traditionnellement chargés de porter le ballon et de marquer les essais, même si aujourd'hui tous les joueurs sont impliqués dans les phases d'attaque. Ils doivent être rapides, puissants et avoir de solides appuis pour crocheter sans relâche la défense adverse. L'arrière est le dernier rempart avant la ligne d'en but et se tient souvent en retrait pour réceptionner les ballons frappés au pied par l'équipe adverse. Pour amener et aplatir la balle dans l'embut adverse, les partenaires se font des passes en arrière. Ils doivent donc se placer en arrière du porteur du ballon pour progresser. Si un joueur pousse le ballon devant lui, l'arbitre siffle un en avant. Il leur donne une mêlée ordonnée, qu'on appelle aussi mêlée fermée. Dans cette mêlée fermée, c'est l'équipe qui n'a pas commis de faute qui introduit le ballon via son demi de mêlée. Au signal de l'arbitre, les packs des 2 camps se lient, les 2 premières lignes s'emboîtent l'une dans l'autre, épaule contre épaule. Les avants de chacune des équipes s'affrontent à la poussée. Lorsque la mêlée n'avance plus, le ballon doit être libéré. Vous connaissez, j'en suis sûr, l'autre forme de mêlée, la mêlée ouverte, qu'on appelle aussi le maul, du verbe anglais qui signifie malmener. Lorsque le porteur du ballon est stoppé par la défense adverse, mais toujours sur ses 2 jambes, il peut se retourner pour que ses coéquipiers récupèrent le ballon et le mettent à l'abri. Le regroupement ainsi constitué peut avancer pour gagner du terrain. Dès qu'un groupe se forme, ses extrémités délimitent une ligne de hors-jeu. Si un joueur veut épauler ses camarades, il doit repasser derrière la ligne pour pouvoir leur apporter des solutions. Pour stopper la progression de l'équipe adverse, les joueurs peuvent faire des plaquages. C'est tout un art. Il faut se tenir très bas sur ses appuis, puis entourer l'adversaire avec les bras et l'accompagner au sol. Le plaquage est autorisé de face, de côté ou par derrière. Seul le porteur du ballon peut être plaqué, bien entendu. Il est interdit de l'attraper au-dessus des épaules. L'arbitre sanctionne les plaquages dangereux d'une pénalité, éventuellement assortie d'un carton. Le jaune est synonyme d'exclusion pendant 10 minutes, le rouge signifie l'expulsion définitive pour le joueur fautif. Pendant le cours du jeu, le porteur du ballon peut se défendre de l'adversaire et empêcher le plaquage en le repoussant avec son bras tendu et main ouverte. On dit alors qu'il rafute. Si le porteur du ballon est plaqué et se retrouve au sol, il doit impérativement se libérer du ballon pour que le jeu continue. C'est alors que les adversaires peuvent tenter de le récupérer, si et seulement si ils sont capables de rester sur leurs 2 jambes. Les partenaires du porteur du ballon n'ont pas le choix, ils doivent venir en soutien du joueur au sol et former une sorte de mêlée spontanée pour tenter de repousser les assauts adverses. C'est ce qu'on appelle le ruck. La touche ne se joue pas systématiquement, comme au football par exemple, à l'endroit où le ballon est sorti. Tout dépend du placement du joueur qui botte en touche et de comment le ballon est sorti. Il existe 5 cas de figure.
Si le joueur tire le ballon depuis sa zone des 22 mètres, la touche est jouée là où le ballon est sorti. L'introduction est faite par l'adversaire. En revanche, si le joueur qui envoie le ballon en touche se trouve devant sa ligne des 22 mètres, la touche est jouée au niveau de l'endroit où le coup de pied a été tiré. L'introduction est faite par l'adversaire. C'est beaucoup plus ennuyeux pour l'équipe qui a mis en touche, car l'adversaire se rapproche de son en-but. Si l'on se trouve au-delà de sa ligne des 22 mètres et que l'on veut gagner du terrain, il faut impérativement trouver le moyen de faire rebondir la balle à l'intérieur de l'aire de jeu avant qu'elle ne sorte. Avec un ballon ovale, ce n'est pas gagné, mais dans ce cas précis, la touche est jouée depuis l'endroit où le ballon est sorti, avec une remise en jeu de l'adversaire. Lorsqu'une équipe obtient une pénalité, mais qu'elle est difficile à tenter car elle est située trop loin ou dans un angle trop difficile, elle peut choisir de mettre le ballon directement en touche. Dans ce cas, l'équipe en question obtient l'avantage de la remise en jeu. C'est ce que l'on appelle la pénal-touche. Enfin, les lignes du terrain n'étant pas considérées comme faisant partie de l'aire de jeu, si le porteur du ballon touche la ligne, même du bout du pied, on jouera une touche. Au rugby, l'arbitre est le véritable chef d'orchestre de la rencontre, mais il est loin d'être isolé. Assisté de 2 juges de touche et de l'arbitrage vidéo pour la zone d'en-but, il prend des décisions qui sont aussi la résultante de son interprétation des nombreuses règles, d'où parfois une certaine confusion au moment où il siffle, même pour les grands connaisseurs de rugby. Pour comprendre pourquoi il interrompt le jeu, voici les quelques gestes qu'il faut connaître. Lorsqu'un essai est marqué, l'arbitre lève son bras bien droit. Si un joueur laisse échapper la balle devant lui et qu'elle touche le sol, il y a en avant. L'arbitre lève le bras et l'agite de droite à gauche pour signaler la faute. De même, il siffle faute lorsque les joueurs se font une passe vers l'avant. Lorsqu'une faute grave est commise par une équipe, l'arbitre siffle et offre la possibilité à l'équipe adverse de marquer 3 points grâce à un coup de pied. Il lève le bras et désigne le camp de l'équipe qui obtient la pénalité. Il n'est pas toujours facile de bien constater que le ballon a été aplati derrière la ligne d'en-but et donc d'accorder un essai. Dans ce cas, l'arbitre demande l'aide de son homologue à la vidéo en mimant un rectangle qui symbolise l'écran de ce dernier. Une mêlée est sifflée en cas de petite faute, comme l'en avant par exemple. L'arbitre mime une sorte de tête de pont pour inviter les avants à former une mêlée à l'endroit où ils se trouvent. Un joueur plaqué doit immédiatement relâcher le ballon. Dans le cas contraire, l'arbitre siffle et mime le joueur qui conserve le ballon. L'arbitre mime ici un plongeon avec 1 ou 2 bras pour signifier qu'un joueur s'est jeté dans un regroupement. Il n'y a que lorsque l'on marque un essai que l'on a le droit de plonger au sol. Parallèle à la ligne de touche, l'arbitre balance le bras le long de la ligne de hors-jeu lorsqu'un joueur s'est mis hors-jeu sur un maul, un ruck ou une mêlée. Pour signaler un joueur qui s'amuserait à faire écran sans jouer le ballon, ou pour sanctionner le tirage de maillot ou le plaquage d'un joueur qui ne porte pas le ballon, l'arbitre siffle et croise les bras sur sa poitrine.